Que arrive-t-il lorsqu'un homme qui possède tout l'argent du monde tente d'humilier une femme qu'il croit dépourvue de tout? Au cœur de Paris, à l'intérieur de l'un de ses restaurants les plus exclusifs, un milliardaire dégoulinant de mépris décida de se moquer de sa serveuse dans une langue qu'il supposait qu'elle ne comprendrait pas. Il murmura son venin en français, une plaisanterie cruelle destinée uniquement aux oreilles de sa compagne. Mais il commit une erreur catastrophique. La serveuse, une femme qu'il considérait comme moins que de la poussière, ne se contenta pas de le comprendre. Elle se figea, non de peur, mais de reconnaissance. Et à cet instant, elle déchaîna un secret qui allait non seulement briser sa fierté, mais démanteler son empire tout entier. L'air à l'écrin n'était pas simplement de l'air. C'était une atmosphère soigneusement orchestrée. Il sentait l'argent, le vieil argent pour être précis, un mélange subtil d'huile de citron provenant de l'acajou poli, de cuir vieilli des banquettes, et le plus léger, le plus cher murmure d'huile de truffe flottant depuis la cuisine. Depuis son perchoir au sommet d'un immeuble haussmannien surplombant la Seine, le restaurant offrait une vue qui était en soi une déclaration de pouvoir. Seule l'élite de la ville pouvait se permettre de regarder le monde d'une telle hauteur. Et parmi le personnel qui se déplaçait comme des fantômes silencieux dans cette cage dorée, il y avait Clara Moreau. Pour les clients, Clara n'était qu'une partie du décor. 26 ans, avec des yeux de la couleur d'une mer d'orage, et des cheveux sombres tirés en un chignon professionnel sévère. Elle était impeccablement efficace. Ses mouvements étaient économiques, son sourire poli mais distant, sa présence délibérément discrète. Elle remplissait les verres d'eau avant qu'ils ne soient à moitié vides et débarrassait les assiettes avec une grâce fantomatique. Elle était à tous égards la serveuse parfaite pour un endroit comme l'écrin, visible seulement lorsque nécessaire, invisible autrement. Mais sous la chemise blanche amidonnée et le tablier noir battait le cœur d'une princesse déchue. Clara Moreau n'était pas née pour servir. Elle était née pour être servie. Son père, Jean-Luc Moreau, avait été l'un des historiens de l'art et conservateurs les plus respectés au monde, un homme dont la parole pouvait doubler la valeur d'une peinture de la Renaissance. Sa mère, Hélène, était la fille d'un diplomate français, élevée à l'ombre de jardins tentaculaires. L'enfance de Clara avait été un tourbillon de galas de musée, d'été en Provence, et de leçons d'escrime, de piano et de 3 langues. Le français n'était pas une matière qu'elle avait apprise. C'était la langue de ses berceuses, la langue dans laquelle ses parents murmuraient leur amour et leurs disputes. Puis, il y a 5 ans, le monde doré s'était brisé. Jean-Luc Moreau fut accusé d'avoir orchestré l'un des plus grands scandales de contrefaçon d'art de l'histoire moderne. Un chef-d'œuvre nouvellement découvert, une œuvre supposée du maître hollandais Vermeer intitulée La fille de l'alchimiste, fut déclarée authentique sur son autorité. Il y avait misé toute sa réputation. 6 mois plus tard, des preuves scientifiques irréfutables prouvèrent qu'il s'agissait d'un faux brillant mais moderne. Les retombées furent catastrophiques. Jean-Luc fut publiquement déshonoré, sa carrière anéantie. Ses amis de la haute société disparurent du jour au lendemain. Les frais de justice et les pénalités dévorèrent leur fortune. L'homme qui avait autrefois commandé les salles de vente d'un simple signe de tête était maintenant un paria. Mais la véritable dévastation fut l'accusation elle-même. Il jura qu'il était innocent, qu'il avait été piégé, que les preuves contre lui avaient été manipulées. Il pointa du doigt un rival, un homme d'affaires avec qui il avait traité, un nouveau venu impitoyable dans le monde de l'entreprise qui avait un intérêt direct dans la vente du tableau. Mais personne n'écouta. Les preuves étaient accablantes. Le récit médiatique était établi, et Jean-Luc Moreau était le méchant. Le stress, la honte, le poids écrasant de tout cela le brisèrent. Un accident vasculaire cérébral massif le laissa partiellement paralysé et incapable de parler clairement. Son esprit brillant piégé dans un corps défaillant. Clara, alors âgée de seulement 21 ans et étudiante prometteuse en histoire de l'art à la Sorbonne, abandonna ses études pour s'occuper de lui et de sa mère au cœur brisé. Hélène, jamais préparée à l'épreuve, dépérit. Elle développa une maladie chronique qui nécessitait des médicaments coûteux. Le reste de leurs biens fut vendu, y compris leur bien-aimé appartement du 16e arrondissement. Clara accepta le premier emploi qu'elle put trouver qui payait assez bien pour couvrir le loyer de leur appartement exigu à Vincennes et les ordonnances de sa mère, serveuse à l'écrin. C'était une ironie amère. Chaque soir, elle servait le même genre de personnes qui avaient autrefois été les pères de sa famille, les gens qui leur avaient tourné le dos sans un regard en arrière. Elle les écoutait se vanter de leurs acquisitions et de leurs résidences secondaires, le visage un masque de servitude polie, son âme brûlant d'une rage froide et silencieuse. Sa seule confidente au restaurant était Sophie, une autre serveuse à la langue bien pendue et au cœur bon. « Je ne sais pas comment tu fais, Clara, » dit Sophie un soir alors qu'elle polissait l'argenterie à l'arrière. « Tu as la patience d'une sainte. Si monsieur Leclerc de la table 4 avait claqué des doigts une fois de plus, j'allais le poignarder avec un couteau à beurre. » Clara esquissa un faible sourire.
La patience est une arme, Sophie. Il faut juste savoir quand l'utiliser. Elle leva une fourchette, l'inspectant à la recherche de taches. Le reflet montrait une jeune femme à l'air fatigué, mais ses yeux contenaient un feu que nulle épreuve n'avait pu éteindre. Elle ne se contentait pas de servir des tables. Elle attendait une chance, n'importe quelle chance, de restaurer l'honneur de son père. Cette chance était sur le point de franchir la porte. C'était un mardi soir, généralement plus calme, mais une réservation avait été faite sous un nom qui envoya une onde d'énergie à travers le personnel, Damien Sterling. Monsieur Dubois, le sévère directeur français qui dirigeait l'écrin avec une précision militaire, briefa le personnel. Monsieur Sterling est l'un des investisseurs les plus importants du groupe de restauration. Il est particulier. Tout doit être parfait. Aucune erreur. Clara, vous prendrez la table. Votre professionnalisme est inégalé. Clara hocha la tête, sans expression illicible. Elle connaissait ce nom. Damien Sterling était un titan de la finance, un homme qui avait bâti un empire de plusieurs milliards de dollars à partir de rien. Son visage était régulièrement dans Challenge et les Échos. Il était connu pour ses OPA agressives, son style de vie somptueux et son tempérament notoirement colérique. Il était l'incarnation du nouveau riche, désespéré de se draper dans les attributs du vieil argent. Quand il arriva, il était exactement comme elle l'avait imaginé, grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure d'un grand couturier parisien, avec une montre ridiculement chère au poignet qui semblait crier son propre prix. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et son sourire était une barre prédatrice de dents blanches. À son bras se trouvait une femme qui ressemblait plus à un accessoire qu'à une personne, d'une beauté stupéfiante, douloureusement mince, et portant une robe qui coûtait plus que le loyer annuel de Clara. Elle s'appelait Isabelle. Sterling, une table pour deux, annonça-t-il à l'hôtesse, non pas sur le ton d'un invité qui arrive, mais d'un roi entrant dans sa cour. Ils furent installés à la meilleure table, la banquette d'angle. Avec la vue panoramique. Elle tombait dans la section de Clara. En s'approchant, elle sentit un nœud familier de ressentiment se serrer dans son estomac. Il n'était qu'un autre pan arrogant, un autre homme qui ne la voyait que comme une paire de mains pour lui apporter sa nourriture. « Bonsoir, dit Clara, sa voix calme et égale. Je m'appelle Clara et je serai votre serveuse ce soir. Puis-je commencer par vous offrir de l'eau ?» Damien ne la regarda même pas. Il était occupé à montrer quelque chose à Isabelle sur son téléphone. Il fit simplement un geste dédaigneux de la main. « Apportez-nous le Pétrus 98, et ne le secouez pas. » C'était un ordre, pas une demande. Clara connaissait le vin. C'était une bouteille à 12 000 €. « Excellent choix, monsieur, » dit-elle en maintenant son sang-froid. Elle se tourna vers Isabelle. « Et pour vous, madame ?» Isabelle leva les yeux de son téléphone, momentanément confuse, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui adresse la parole. « Oh, je prendrai la même chose que lui. » Alors que Clara se dirigeait vers la cave à vin, elle pouvait entendre la voix de Damien, un grondement sourd d'arrogance. Il se vantait d'une acquisition récente, une entreprise rivale qu'il avait vidée de sa substance et vendue en pièces détachées. Il parlait des moyens de subsistance des gens comme s'il s'agissait de chiffres sur une feuille de calcul. Clara revint avec le vin, le lui présentant selon le protocole. Il jeta un coup d'œil à l'étiquette avec un signe de tête sommaire, le geste d'un homme jouant un rôle qu'il avait appris dans les films. « Ouvrez !» Elle exécuta le rituel avec une expertise consommée, la coupe nette de la capsule, la torsion silencieuse du tire-bouchon, le versement parfait dans la carafe. Ses mains étaient stables, ne trahissant rien du mépris qu'elle ressentait. Elle versa une petite quantité pour qu'il la goûte. Il la fit tourner dans le verre, la renifla avec un air exagéré de connaisseur, et prit une gorgée. « Acceptable, déclara-t-il, comme s'il accordait son pardon au vin. » Pendant l'heure qui suivit, Clara les servit dans un silence quasi total, entrant et sortant de leur bulle de richesse et de privilèges. Ils l'ignoraient complètement, leur conversation tournant autour des yachts, des galas et des commérages insipides de leur cercle social. Damien parlait le plus, sa voix un flot constant d'autoglorification. Puis il commanda le caviar beluga, une autre démonstration ostentatoire. Alors que Clara plaçait les cuillères en nacre sur la table, Damien la regarda pour la première fois, mais ses yeux ne virent pas une personne. Ils virent un objet, un accessoire dans sa performance. Il se pencha vers Isabelle, un sourire narquois et conspirateur sur le visage. Il baissa la voix, croyant créer un espace privé et impénétrable entre eux. Et puis il commença à parler en français, une langue qu'il pensait clairement être son arme secrète, une marque de sa culture supérieure. Son accent était atroce, une version maladroite et massacrée de la belle langue avec laquelle Clara avait grandi. Mais les mots étaient clairs comme de l'eau de roche. « Regardez-moi ça, commença-t-il, la voix dégoulinante de condescendance. Regardez cette pauvre petite chose.
Elle travaille si dur pour quelques miettes. Je me demande si elle a déjà goûté quelque chose de mieux que les restes de la cuisine. Isabelle gloussa, un son aigu et vide de sens. Oh, Damien, vous êtes terrible. Vous savez, continua-t-il, se délectant de son propre esprit. C'est la vie, ma douce. Il y a les gens comme nous, et puis il y a les gens comme eux. Elle vit probablement dans une misérable petite boîte dans une banlieue où je ne mettrais même pas les pieds en voiture. Clara se tenait parfaitement immobile. Le bruit ambiant du restaurant, le tintement des verres, le murmure des conversations, le jazz doux des haut-parleurs, tout s'estompa en un grondement sourd dans ses oreilles. Son souffle se coupa dans sa poitrine. Chaque muscle de son corps se raidit. Ce n'était pas seulement l'insulte. Elle avait entendu pire, enduré pire. C'était autre chose. C'était sa voix, cette cadence spécifique de l'arrogance. C'était la mention des gens comme nous et des gens comme eux. C'était une phrase qui résonnait dans les recoins sombres de sa mémoire. Elle ferma les yeux une fraction de seconde et une scène d'il y a 5 ans lui revint en mémoire. Son père, le visage blême de fureur, debout dans son bureau après un appel téléphonique. Cet homme avait-il fulminé à sa mère? Cet homme, Damien Sterling, il pense qu'il y a 2 sortes de gens dans ce monde. Les gens comme nous, a-t-il dit, et les gens comme eux, et il croit qu'il peut acheter et vendre les gens comme eux pour le sport. Damien Sterling, l'homme qui avait été l'associé de son père dans l'affaire Vermeer, l'homme que son père avait accusé de l'avoir piégé, l'homme dont le nom avait été une malédiction, murmuré dans sa maison pendant 5 longues années. Il était là, se moquant d'elle dans la langue maternelle de sa mère. Le sang quitta son visage puis y revint avec la force d'un raz de marée. Le plateau d'argent dans sa main semblait incroyablement lourd. Le monde se réduisit à cet homme, à cette table. Les années de souffrance silencieuse, de fierté ravalée, de voir sa famille détruite, fusionnèrent en un seul point de clarté incandescent. Ce n'était pas juste une insulte. C'était le destin. Damien, inconscient, prit une autre gorgée de son vin ridiculement cher. Il leva les yeux vers elle, s'attendant à voir l'expression vide et servile d'une personne insignifiante. I'll love it as a figure. Il vit la couleur changer sur son visage. Il eut un sourire narquois, supposant que son français s'était en quelque sorte enregistré comme un son étranger et confus, faisant dysfonctionner la petite serveuse. Il était sur le point de faire une autre remarque acerbe à Isabelle, mais il n'en eut jamais l'occasion. La posture de Clara s'y redressa. Elle leva le menton, et le masque de soumission qu'elle avait porté pendant 5 ans se dissolut, remplacé par une expression de fureur froide et aristocratique. L'humble serveuse disparut, et à sa place se tenait la fille de Jean-Luc et Hélène Moreau. Elle se pencha en avant, pas assez pour être inconvenante, mais assez pour capter toute son attention. Sa voix, quand elle sortit, n'était pas le ton calme et déférent d'une serveuse. Elle était basse, impeccable, et résonnait de l'accent parisien pur de l'élite française, un accent qui faisait sonner sa propre tentative comme des ongles sur un tableau noir. « Monsieur » commença-t-elle, le seul mot tranchant l'air comme un éclat de glace. « Le sourire narquois de Damien Sterling vacilla. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Isabelle cessa de Gloucester. » Clara continua, ses yeux d'orage fixés sur lui. « Si vous souhaitez critiquer ma situation en français, je vous suggère de maîtriser d'abord la langue au-delà du niveau d'un touriste demandant où sont les toilettes. » La mâchoire de Damien se décrocha. Le verre de vin dans sa main trembla. Il était complètement, totalement figé. Il comprenait chaque mot parfaitement articulé. Mais Clara n'avait pas fini. Elle exploita son avantage, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure chargé de venin. Votre accent est aussi maladroit que vos manières. Et quant à ce que j'ai goûté ou non, sachez que j'ai été élevé dans un monde dont vous ne portez que le costume. Elle soutint son regard stupéfait et paniqué un instant de plus, laissant le poids de ses mots s'installer. Le silence à table était absolu. Isabelle regardait de l'un à l'autre, son visage un masque de confusion totale. Puis, avec une assurance à couper le souffle, Clara se redressa, fit un léger signe de tête presque imperceptible, et dit dans un anglais professionnel parfait, « Veuillez savourer votre caviar, monsieur. » Et elle se retourna et s'éloigna, le dos droit comme un i, laissant Damien Sterling assis dans les ruines de sa propre arrogance, son visage d'une pâleur cadavérique. Il n'était pas seulement moqué. Il était exposé. Et dans ses yeux, Clara vit quelque chose de plus que de l'humiliation. Elle vit de la peur. Il n'avait pas seulement été déjoué par une serveuse. Il avait été reconnu par un fantôme d'un passé qu'il croyait avoir enterré pour toujours. Le trajet de la table de Damien Sterling jusqu'au sanctuaire de la cuisine ressemblait à la traversée d'un gouffre. Les jambes de Clara se déplaçaient en pilote automatique, son esprit un maelstrom. L'adrénaline qui parcourait ses veines faisait trembler ses mains, mais sa résolution était forgée dans l'acier. Elle poussa les portes battantes pour entrer dans la symphonie chaotique de la cuisine,
le cliquetis des casseroles, le sifflement du grill, les ordres criés des chefs, et ce fut comme remonter à la surface après avoir été maintenu sous l'eau. Sophie était près du poste de service, en train de saisir une commande. Elle jeta un regard au visage de Clara et ses yeux s'écarquillèrent. « Clara, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que tu as vu un fantôme. » Pire, souffla Clara, s'appuyant contre le comptoir froid en acier inoxydable. « J'ai vu un monstre. » Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, la porte de la cuisine s'ouvrit avec une telle force qu'elle claqua contre le butoir en caoutchouc. Monsieur Dubois, le directeur, se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage normalement placide d'un nuage d'orage. Ses yeux balayèrent la cuisine et se fixèrent sur Clara. « Moreau, dans mon bureau. »« Maintenant, » aboya-t-il. Un silence tomba sur le personnel de la cuisine. Une convocation au bureau de Dubois en plein service signifiait une chose, le licenciement. Sophie lança un regard paniqué à Clara. Clara, cependant, sentit un étrange calme s'installer en elle. Se faire renvoyer était le cadet de ses soucis maintenant. Tout avait changé. Elle suivit Dubois dans son bureau exigu et sans fenêtre. Il ferma la porte derrière eux et lui fit un geste brusque vers la chaise en face de son bureau. Il s'assit, joignit les doigts et la fixa d'un regard dur. « Expliquez-vous, » dit-il, sa voix dangereusement basse. « Monsieur Sterling est l'un de nos clients les plus importants. Il vient d'informer l'hôtesse qu'il part, qu'il a été scandaleusement insulté par sa serveuse, et qu'il s'adressera à la direction du groupe demain matin. Il exige votre licenciement immédiat. Je vais donc vous le demander une seule fois, Clara. Qu'avez-vous fait? » Clara Soton's son regards Sans Siller. Je lui ai parlé en français. Les sourcils de Dubois se haussèrent. En tant que natif de Lyon, il était fier de ses origines. Vous lui avez parlé en français. Que auriez-vous bien pu lui dire en français pour provoquer une telle réaction? C'était le moment. Elle pouvait se soumettre, minimiser les faits, essayer de sauver son emploi, ou elle pouvait dire la vérité. Le choix fut facile. Il parlait de moi à sa compagne, commença Clara, sa voix stable. Il a supposé, parce que je suis une serveuse, que je n'étais pas éduquée et que je ne comprendrais pas. Il m'a appelé une pauvre petite chose qui survit avec les restes de la cuisine. Il s'est moqué de mon statut social présumé. Son français était, pour être honnête, atroce. Dubois écoutait, son expression passant de la colère à une intense curiosité. « Et votre réponse ?» ?»« Ma réponse, dit Clara, sa voix prenant la même précision glaciale qu'elle avait utilisée à table, a été livrée dans le français que ma mère m'a enseigné. J'ai suggéré que s'il souhaitait insulter quelqu'un dans une langue, il devrait d'abord s'efforcer de l'apprendre correctement. Je lui ai dit que son accent était aussi maladroit que ses manières, et je l'ai informé que j'ai été élevé dans le monde dont il prétend simplement faire partie. Un long silence remplit le petit bureau. Monsieur Dubois la regardait, non pas comme un directeur regardant une employée fautive, mais comme un homme réévaluant tout ce qu'il pensait savoir. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, une expression lente et indéchiffrable se dessinant sur son visage. Il avait toujours reconnu une certaine finesse chez Clara, une grâce qui allait au-delà d'une simple formation professionnelle. Maintenant, les pièces du puzzle s'assemblaient. « Moreau, » dit-il, son nom de famille sonnant différemment maintenant, plus formel. « Quelle est votre histoire ?»« Mon père est Jean-Luc Moreau, » dit-elle simplement. Le nom atterrit dans la pièce avec le poids d'une statue qui tombe. Les yeux de Dubois s'écarquillèrent de reconnaissance. Toute personne du monde de la haute culture, en particulier un Français comme lui, connaissait ce nom. Jean-Luc Moreau, le brillant conservateur, le scandale tragique. Mon Dieu, souffla Dubois, la regardant comme pour la première fois. L'historien de l'art. Lui-même, confirma Clara. Et Damien Sterling est l'homme qui l'a détruit. Il était l'associé de mon père dans l'affaire Vermeer. Mon père était convaincu que Sterling l'avait piégé, le réduisant au silence, juste au moment où il était sur le point d'exposer lui-même le tableau comme un faux. Sterling a acheté le chef-d'œuvre pour une bouchée de pain après le scandale, et il est maintenant accroché dans sa collection privée comme un trophée de sa victoire. Toute l'horrible portée de la confrontation de la soirée s'abattit sur Dubois. Ce n'était pas une serveuse qui s'emportait contre un client impoli. C'était un acte de justice longuement mijoté. C'était une fille défendant l'honneur de son père contre l'homme même qui l'avait ruiné. Il resta silencieux un long moment, tapotant un stylo sur son bureau. « Monsieur Sterling a un pouvoir immense, » dit-il enfin, sa voix maintenant teintée d'inquiétude. « Il pourrait causer des problèmes considérables à ce restaurant, à moi, à vous. »« J.C.S. Clara. Je suis prête à partir. Je comprends la position dans laquelle je vous ai mis. » Dubois secoua lentement la tête. « Non, vous ne comprenez pas. » Il se leva et se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit et regarda la cuisine animée, puis revint vers elle. « Pendant 5 ans,
J'ai dirigé cet établissement sur la base d'un seul principe, l'excellence. Monsieur Sterling, avec tout son argent, est un homme vulgaire qui n'apprécie que le prix des choses, pas leur valeur. Il a commandé un Pétrus 98 et l'a bu comme si c'était du jus de raisin. Il laissa échapper un soupir bref et sec. Vous, mademoiselle Moreau, possédez une qualité que l'argent ne peut acheter. La classe, l'intégrité. Il la regarda droit dans les yeux. Audible Damien Sterling. Vous n'êtes pas renvoyé. Prenez le reste de la soirée, payez. Rentrez chez vous et soyez avec votre famille. Clara fut stupéfaite, réduite au silence. Elle s'était attendue au licenciement, pas à la solidarité. Une vague de gratitude si puissante qu'elle lui monta presque les larmes aux yeux la submergea. Monsieur, je vous remercie. N'importe quoi, dit-il avec un geste dédaigné, bien qu'un léger sourire effleurât ses lèvres. Il vous a insulté dans ma langue maternelle. Considérez cela comme une question de fierté nationale. Il marqua une pause. Et Clara, soyez prudente. Un homme comme Sterling, une fois humilié, ne s'en va pas simplement. I'll riposte. Clara quitta l'écrin et sortit dans l'air frais de la nuit parisienne. Les lumières de la ville, habituellement une source d'anonymat oppressant, semblaient scintiller de possibilités ce soir. La confrontation avait été comme un coup de foudre, illuminant un chemin qui avait été enveloppé de ténèbres pendant 5 longues années. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit. La patience est une arme, mais elle est inutile sans cible. Ce soir, elle avait trouvé sa cible. Le trajet en métro jusqu'à Vincennes fut flou. Quand elle arriva à leur petit appartement au 3e étage sans ascenseur, l'odeur de lavande et de vieux livres l'accueillit. Elle trouva sa mère, Hélène, endormie dans un fauteuil du salon, une fine couverture sur ses genoux, un livre ouvert de poésie française reposant sur sa poitrine. Hélène semblait si fragile, une pâle ombre de la femme vibrante qu'elle avait été. Clara prit doucement le livre, y plaça un marque-page, et drapa la couverture plus solidement autour des épaules de sa mère. La vue de la souffrance silencieuse de sa mère solidifia la nouvelle et dangereuse résolution qui prenait racine dans son cœur. Dans la petite pièce qui servait de chambre et de bureau à son père, elle le trouva éveillé, assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, regardant le mur de briques du bâtiment voisin. L'AVC lui avait volé ses mots, mais pas l'intelligence dans ses yeux. Il tourna la tête quand elle entra, et son regard était vif, interrogateur. Il pouvait toujours dire quand quelque chose n'allait pas, ou dans ce cas, quand quelque chose était différent. Elle s'agenouilla près de son fauteuil roulant, prenant sa bonne main dans les siennes. « Papa, dit-elle doucement. Je l'ai vu ce soir. Damien Sterling. » La main de son père se crispa dans la sienne. Un son bas et guttural de frustration et de rage s'échappa de ses lèvres, l'un des rares sons qu'il pouvait encore émettre. Ses yeux brûlaient d'un feu qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il était au restaurant, continua Clara, sa voix basse et intense. Il a essayé de m'humilier. Il ne savait pas qui j'étais, mais moi, je savais qui il était. Et papa, je ne suis pas restée silencieuse. Elle raconta tout l'échange, mot pour mot, en français. Pendant qu'elle parlait, elle observait le visage de son père. La frustration laissa place au choc, puis à autre chose. Une fierté féroce et flamboyante. Une seule larme traça son chemin sur sa joue ridée. Quand elle eut fini, il serra sa main avec une force surprenante, ses yeux transmettant tout ce que sa voix ne pouvait pas dire. Bien. Cela a commencé. Pour la première fois en 5 ans, Clara ne se sentit pas comme une victime des circonstances, mais comme l'agent de son propre destin. L'avertissement de Dubois résonnait dans sa tête. Un homme comme Sterling riposte. Elle savait que ce n'était pas la fin. C'était la salve d'ouverture d'une guerre qu'elle venait de déclarer. Sterling n'allait pas seulement essayer de la faire renvoyer maintenant. Il allait essayer de l'écraser. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir un fantôme portant le nom de Moreau se promenant dans Paris, surtout un qui n'avait pas peur de lui. Elle alla dans sa propre petite chambre et sortit une malle en cuir usé de sous son lit. À l'intérieur se trouvaient les débris de son ancienne vie, des photographies, des manuels universitaires, et tout au fond, une collection de cahiers de son père. Ce n'étaient pas ses œuvres publiées, mais ses journaux de recherche privés, remplis de son écriture élégante et bouclée, détaillant ses pensées, ses découvertes, ses doutes. Elle les avait rangés parce que les regarder était trop douloureux. Maintenant, elle les ouvrait avec un nouveau but. Elle passa le reste de la nuit à se plonger dans les entrées des mois précédant le scandale. Elle lut son excitation initiale à propos de la fille de l'alchimiste, son examen méticuleux de la toile, des pigments, du craquelé, puis elle le trouva. Une entrée datée de 2 semaines avant que le scandale n'éclate. L'écriture de son père était agitée, plus vive que d'habitude. Quelque chose ne va pas avec le jaune de plomb éteint, avait-il écrit. La composition des particules, c'est trop uniforme, presque anormalement. C'est cohérent avec le XVIIe siècle, mais il manque les
Inclusion subtile, presque imperceptible, de silice que l'on attendrait du processus de broyage de l'époque. Cela semble fabriqué, parfait d'une manière qui semble fausse. Elle continua à lire, son cœur battant à tout rompre. J'ai fait part de mes inquiétudes préliminaires à Damien aujourd'hui. Il les a rejetées d'un revers de main. Tu es paranoïaque, Jean-Luc, a-t-il dit. C'est notre poule aux œufs d'or. Ne gâche pas tout avec des chichis académiques. Son empressement à se précipiter vers l'authentification est inconvenant. Cela ressemble moins à une passion pour l'art qu'à une pure avarice. Il a déjà prévendu des parts du tableau à un consortium d'investisseurs. Si ce tableau est révélé comme un faux avant la vente publique, il sera ruiné et dénoncé comme un escroc. L'entrée finale et glaçante sur le sujet datait de 2 jours avant sa disgrâce publique. Je suis certain maintenant que c'est un faux magistral, mais un faux néanmoins. Il y a une technique particulière dans le dessin sous-jacent de la manche de la jeune fille, un style de hachure croisée qui est la signature d'un faussaire connu du XXe siècle, l'élève le plus doué de Anne van Meegeren. J'ai un échantillon prêt à être envoyé pour une analyse spectrographique indépendante. Je confronterai Damien avec toutes mes conclusions demain matin. La vérité doit éclater. Il n'en eut jamais l'occasion. Le lendemain, un tuyau anonyme conduisit les enquêteurs à un compte bancaire suisse ouvert au nom de son père avec un dépôt de plusieurs millions de dollars retracé jusqu'au vendeur du tableau. L'analyse indépendante qu'il avait commandée fut mystérieusement interceptée et remplacée par un rapport falsifié confirmant l'authenticité du tableau. Il fut piégé, parfaitement et complètement. Clara Firma Le Journal, SES Mains Tremblants. C'était ça. C'était la preuve. Ce n'était pas seulement la parole de son père contre celle de Sterling. C'était sa recherche documentée et contemporaine. Sterling n'avait pas seulement profité du scandale. Il l'avait orchestré pour empêcher son père de le dénoncer. Il avait prévendu des parts d'un tableau qu'il savait potentiellement faux, une fraude massive. Un plan froid et dur commença à se former dans son esprit. Une confrontation publique n'était pas suffisante. L'humilier n'était pas suffisant. Elle devait le démanteler. Elle devait lui enlever tout ce qu'il avait construit sur les cendres du nom de sa famille. Et elle savait exactement comment s'y prendre. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Sophie. Dubois vient de raccrocher. A dit que c'était le grand patron. Tu n'es pas renvoyé, mais en congé payé pour une durée indéterminée. Il a dit de te dire de te faire discrète. Ça ressemble plus à un avertissement pour moi. Face attention. C'est se faire discrète. C'était un bon conseil. C'était aussi un conseil qu'elle n'avait aucune intention de suivre. Se faire discrète, c'est ce qu'elle avait fait pendant 5 ans. Le temps de se cacher était révolu. Le temps de la chasse avait commencé. Elle regarda le journal de son père, puis son propre reflet dans la fenêtre sombre. La serveuse avait disparu. À sa place se trouvait Clara Moreau, et elle venait chercher Damien Sterling avec une arme bien plus puissante que l'argent. La vérité. Le congé payé à durée indéterminée était une cage dorée, un sanctuaire temporaire acheté par le courage de Monsieur Dubois. Clara savait que cela ne durerait pas. Damien Sterling n'était pas homme à pardonner ou à oublier une humiliation publique. Il enquêterait sur la serveuse qu'il avait si profondément écorchée. Il creuserait jusqu'à déterrer le nom de Moreau. Et dès qu'il le ferait, sa peur allumerait un incendie bien plus dangereux. Son temps était compté. Elle ne perdit pas une seconde. Son appartement exigu de Vincennes devint le quartier général d'une insurrection menée par une seule femme. Les années de deuil silencieux étaient terminées, remplacées par une fureur froide et énergisante. Elle exhuma la malle en cuir contenant les derniers vestiges de la vie académique de son père, ses journaux de recherche privés. Pendant 5 ans, ils avaient été des monuments à sa douleur. Maintenant, ils étaient un arsenal. Avec une concentration méthodique qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses années à l'université, elle dévora les entrées des mois précédant le scandale. Elle lut l'émerveillement initial de son père face à la fille de l'alchimiste, ses notes méticuleuses sur sa composition, puis la prise de conscience naissante et écœurante que quelque chose n'allait pas. Elle trouva le passage clé, celui qui fit marteler son cœur contre ses côtes. L'écriture de son père, vive d'agitation. Quelque chose cloche avec le jaune de plomb éteint. Il manque les subtiles inclusions de silice. Cela semble manufacturé. J'ai fait part de mes inquiétudes à Damien aujourd'hui. Il les a balayées. C'est notre poule aux œufs d'or, Jean-Luc, a-t-il dit. Ne gâche pas tout. Son avarice est alarmante. Il a déjà prévendu des parts du tableau à des investisseurs. Si c'est un faux, il n'est pas seulement un imbécile. C'est un escroc. L'entrée finale, datée de seulement 2 jours avant sa ruine publique, était la preuve irréfutable. Je suis certain maintenant que c'est un faux magistral, mais un faux. Le dessin sous-jacent de la manche, il contient un style de hachure croisée, une signature d'un faussaire connu du XXe siècle.
J'ai un échantillon prêt pour une analyse indépendante. Je confronterai Damien avec toutes mes conclusions demain. Clara referma le journal, ses mains tremblant, non de peur, mais de justification. C'était la preuve. Son père était sur le point d'exposer la fraude financière massive de Sterling quand Sterling l'avait piégé, retournant la vérité contre lui. Mais un journal, aussi accablant soit-il, n'était pas suffisant. C'était sa parole, la parole d'une fille amère contre celle d'un milliardaire. Elle avait besoin d'un allié, quelqu'un avec une crédibilité inattaquable, quelqu'un connu pour chasser les monstres comme Sterling. Son esprit se fixa immédiatement sur un nom, Arthur Lambert. Lion du journalisme d'investigation, Lambert avait été contraint à une retraite anticipée du grand quotidien Le Monde, mais sa réputation pour démanteler les financiers corrompus était légendaire. Surtout, elle se souvint d'un unique article sceptique qu'il avait écrit sur le cas de son père des années auparavant, remettant en question la perfection commode du récit contre lui. Il avait perçu le chef-d'œuvre de la diversion. Le trouver fut un défi. C'était un fantôme à l'ère numérique. Un vieil annuaire de la presse la conduisit finalement à une librairie poussiéreuse et caverneuse dans le Marais, appelée Le Mot de la Fin. Une petite cloche annonça son entrée dans un labyrinthe de piles de livres imposantes et précaires. Derrière un comptoir qui servait de forteresse contre le monde, était assis un homme aux vêtements froissés, aux cheveux gris clairsemés, et aux yeux profondément cyniques de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité. « Nous fermons dans 5 minutes, grommela-t-il, sans prendre la peine de lever les yeux de son journal. « Monsieur Lambert, dit Clara, sa voix claire et forte. Je m'appelle Clara Moreau. Mon père était Jean-Luc Moreau. Le Journal Asabisa L'Entertainment. » Les yeux bleu pâle d'Arthur Lambert, magnifiés par ses lunettes, l'évaluèrent avec une intensité perçante. Je me souviens du nom. L'histoire est vieille et froide. Que voulez-vous? Je veux la ranimer, répondit-elle, s'avançant et plaçant le journal de son père sur le comptoir entre eux. C'est son journal personnel juste avant le scandale. Il prouve qu'il savait que le Vermeer était un faux. Il prouve que Damien Sterling avait un mobile de plusieurs millions d'euros pour le faire taire et le piéger. La façade ennuyée de Lambert se fissura, remplacée par l'intérêt vif et prédateur d'un journaliste sentant le sang. Ayal ouvrit le journal avec un respect pour la preuve que Clara apprécia profondément. Son doigt traça l'écriture élégante. Un journal intime peut être écarté, grinça-t-il, l'attestant. Sterling prétendra que votre père l'a écrit après coup pour se sauver. Il a eu un AVC il y a 5 ans, monsieur Lambert. Il n'a plus été capable d'écrire son propre nom depuis, contra Clara froidement. Les entrées sont datées. Ce sont ses pensées en temps réel. Et plus important encore, il mentionne une preuve spécifique, la signature d'un faussaire caché dans le dessin sous-jacent du tableau. C'était l'hameçon. Lambert se pencha, le vieux feu se ravivant dans ses yeux. D'accord, gamine. Vous avez toute mon attention. Mais pour coincer un homme comme Sterling, il nous faut plus qu'un livre. Il nous faut une scène publique, et il nous faut un boulet de canon de preuves irréfutables à tirer depuis cette scène. J'ai la scène, dit Clara instantanément. Le plan qui se formait dans son esprit se cristallisait maintenant. Dans 2 semaines, Sterling organise son gala annuel du cœur des mécènes. C'est sa plus grande soirée d'autopromotion, et la pièce maîtresse de la vente aux enchères cette année est un dessin au fusain, une prétendue étude pour la fille de l'alchimiste. Lambert laissa échapper un sifflement bas et admiratif. Le culot pur et simple. Il ne se contente pas de polir son trophée, il vend des billets pour le voir. C'est la scène parfaite pour une implosion. Il marqua une pause, son regard se durcissant. Mais quel est le boulet de canon? La signature que vous avez mentionnée se trouve sur le tableau lui-même, qui est accroché dans son pantouse. Nous devons la voir. Il nous faut des images de qualité forensique. Le défi semblait insurmontable. Le pantouse de Sterling était une forteresse, mais un sourire malin et calculateur s'étala sur le visage d'Arthur. Son ego pourrait être sa perte. Il est désespéré de légitimité. Tellement désespéré qu'il vient d'engager un nouveau conservateur privé pour cataloguer sa collection. Un universitaire brillant mais désespérément naïf nommé Dr Alistair Lambert. Clara le dévisagea. « Lambert? Mon neveu », confirma Arthur avec une grimace. Il pense que son oncle Arthur est un troglodyte journalistique. Mais c'est la famille, et il est sur le point de nous aider involontairement à commettre un magnifique acte de sabotage. Le plan qu'ils élaborèrent était aussi simple qu'audacieux. Arthur utiliserait une vague obligation familiale pour qu'Alistair engage une spécialiste pour son projet de catalogage. Clara deviendrait Anna, une photographe d'art indépendante et assistante de recherche avec un portfolio stellaire et fabriqué. Sa seule mission, infiltrer l'antre du lion et capturer des images multispectrales à haute résolution de la signature cachée du faux. Les 10 jours suivants furent un tourbillon de transformation.
Clara se débarrassa de la peau de la serveuse et de la fille endeuillée. Utilisant le reste de ses fonds, elle acquit un nouvel uniforme, sobre, intellectuel et assez cher pour être crédible. Elle passa des heures à la Bibliothèque nationale de France, rafraîchissant ses connaissances en criminalistique de l'art et en technique photographique, devenant Anna dans son esprit comme dans son apparence. Dans un moment de risque calculé, elle envoya un message fortement crypté au docteur Isabelle Rossi, la collègue la plus fidèle de son père à Florence, une experte de renommée mondiale en analyse de pigments. Le message était simple, « Trouvez notre père. Preuve arrive. Tenez-vous prête ?» La réponse fut instantanée, pour Jean-Luc. Toujours. Le jour de la visite. Un nœud de glace pur se forma dans l'estomac de Clara. Arthur la rejoignit pour un café, son cynisme habituel remplacé par une préoccupation paternelle. Sauvin's toy, tu es Anna la cochetière. Professionnelle, silencieuse, détachée. Sterling sera là, à se pavaner devant ses biens. Il est à cible, mais il ne doit pas le savoir. Prends les photos et sors. Le Penthouse de Sterling était exactement comme elle l'avait imaginé, un monument stérile à la richesse sur l'avenue Montaigne. C'était moins une maison qu'une galerie privée de conquête financière, avec des chefs-d'œuvre de Rothko et Bacon accrochés comme des otages sur de vastes murs blancs. Et là, dominant l'espace de vie central, se trouvait le magnifique mensonge lui-même, la fille de l'alchimiste. Le voir en personne lui provoqua un choc, un mélange de révulsion et d'admiration pour l'habileté du faussaire. Damien Sterling, vêtu d'un survêtement en cachemire ridiculement cher, les accueillit avec l'air ennuyé d'un roi recevant un tribut. Le neveu d'Arthur, Alistair, un jeune homme nerveux nageant dans une veste en tweed, fit les présentations. « Monsieur Sterling, voici Anna, la documentaliste photographique que j'ai engagée. Son travail est de première qualité. » Les yeux froids et reptiliens de Sterling balayèrent Clara. Ce fut un moment de terreur suprême. La verrait-il, la serveuse de l'écrin, la femme qui avait éviscéré sa fierté avec quelques mots de français parfaitement prononcés? Il ne vit rien. Il vit une femme simple et studieuse qui ne représentait aucune menace, une autre employée à ignorer. Bien, grogna-t-il, se retournant déjà vers un écran massif affichant des cours de bourse. Alistair supervises. Assurez-vous qu'elle ne touche à rien. Le renvoi fut un cadeau. Il permit à Clara de se fondre dans son rôle. Avec des entrailles tremblantes mais des mains fermes comme le roc, elle commença son travail, photographiant méthodiquement plusieurs pièces pour établir sa couverture. Elle pouvait sentir Sterling l'observer par intermittence de l'autre côté de la pièce, son regard non pas de suspicion, mais de possession satisfaite, alors qu'une experte validait sa collection. L'ernie suffocant. Elle garda la fille de l'alchimiste pour la fin. Étant donné sa provenance, je devrais utiliser l'imagerie multispectrale pour créer un dossier complet pour le catalogue d'assurance, expliqua-t-elle à Alistair, sa voix un monotone académique plat. Brillant, bien sûr, répondit-il, désireux de contribuer. C'était le moment. Elle ajusta son puissant appareil photo et son trépied, montant l'objectif infrarouge. Elle se concentra sur la manche de la robe de la jeune fille, l'endroit même que le journal de son père avait décrit. À travers le viseur, la surface peinte était opaque. Mais sur le petit écran numérique de son appareil, qui traitait la lumière infrarouge, le dessin sous-jacent fantomatique commença à apparaître. Son cœur martela, et puis elle le vit. Faible, mais absolument clair, un motif de hachure croisée géométrique spécifique dans les plis du tissu. Un tic stylistique aussi unique qu'une empreinte digitale. C'était la signature du faussaire. Elle l'avait. Elle prit une douzaine de clichés sous tous les angles imaginables. Ses mouvements étaient pratiqués et calmes. La preuve était maintenant numérique, capturée, sécurisée. Elle téléchargea les fichiers sur une clé USB cryptée, puis effaça la carte mémoire de l'appareil, sous le regard inconscient d'Alistair. Alors qu'elle rangeait son matériel, Sterling s'approcha nonchalamment, une lueur de propriétaire dans l'œil. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit-il en désignant le tableau. Montvermeer. La tentation de frapper, d'effacer ce sourire narquois de son visage d'une seule phrase était écrasante, mais elle soutint son regard, son visage un masque parfait de détachement professionnel. Elle était Anna. « C'est un tableau des plus fascinants, Monsieur Sterling, dit-elle, sa voix égale, un sujet vraiment passionnant pour l'analyse technique. » C'était la réponse parfaite, sans effusion de sang, une musique à ses oreilles arrogantes. Il hocha la tête, satisfait que sa possession ait été dûment admirée, et la congédia d'un geste de la main. Clara sortit de ce Penthouse dans l'après-midi parisien, la clé USB cryptée dans sa poche, se sentant comme un détonateur. Elle avait pénétré au cœur de la forteresse de son ennemi, l'avait regardé dans les yeux, et avait volé le secret qui ferait s'effondrer tout son monde. Le fantôme avait rassemblé ses preuves.
Il était maintenant temps de préparer la scène pour la hantise. La quinzaine précédant le gala du cœur des mécènes fut une période d'activité intense et concentrée. La librairie d'Arthur Lambert, le mot de la fin, se transforma d'un sanctuaire poussiéreux de savoir ancien en une salle de guerre clandestine. L'air, habituellement chargé de l'odeur du papier vieillissant, crépitait maintenant de conspiration et du bourdonnement d'une imprimante laser produisant des preuves. La clé USB cryptée contenant les images du Pantouse de Sterling était leur atout principal, et ils se préparèrent à l'exploiter avec la précision d'une frappe militaire. La première action fut d'envoyer les images multispectrales au docteur Isabelle Rossi à Florence. Travaillant via des canaux sécurisés, l'historienne de l'art farouchement loyal analysa les données avec une passion alimentée par sa conviction de l'innocence de Jean-Luc Moreau. Le rapport qu'elle renvoya moins de 72 heures plus tard était plus qu'une simple confirmation. C'était un mandat d'exécution. L'analyse du docteur Rossi non seulement corroborait les anomalies chimiques dans les pigments que son père avait notés pour la première fois, mais elle présentait également une comparaison côte à côte du dessin sous-jacent infrarouge de la fille de l'alchimiste avec des œuvres connues d'un faussaire spécifique du XXe siècle. La correspondance était parfaite, la signature stylistique indéniable. Sa conclusion était énoncée avec une certitude scientifique absolue. Le tableau était un faux moderne. Le boulet de canon était maintenant forgé et prêt. Tandis que Clara absorbait le rapport, affermissant sa résolution, Arthur opérait sa propre magie. Il devint un fantôme dans la machine, faisant appel à des faveurs accumulées au cours d'une vie d'intégrité journalistique. Il prépara un dossier de presse complet contenant les conclusions du docteur Rossi, des extraits clés du journal de Jean-Luc, et une chronologie du scandale original, prêt pour une diffusion numérique instantanée. Il passa des appels discrets à des contacts de confiance à l'autorité des marchés financiers, AMF, et au bureau du procureur de la République. Sans révéler son jeu, mais en leur conseillant de prêter une attention toute particulière à la vente aux enchères du gala de Damien Sterling. Considérez cela comme une potentielle anomalie philanthropique, avait-il dit, sa voix pleine d'intrigue. Ces derniers préparatifs consistèrent à coacher Clara. Vous ne pouvez pas y aller en tant que fille vengeresse, l'instruisit-il, arpentant l'arrière-salle exiguë. L'émotion est l'arme de Sterling. Il vous peindra comme hystérique. Vous devez être froide, factuelle et inébranlable. Vous n'êtes pas là pour accuser. Vous êtes là pour présenter des faits irréfutables. Vous êtes une historienne de l'art, tout comme votre père. Vous l'honorez avec sa propre arme, la vérité. Clara comprit que cela nécessitait une dernière transformation. Elle ne pouvait être ni la serveuse, ni la timide universitaire Anna. Elle devait incarner l'héritage que Sterling avait tenté d'effacer. Avec les fonds de M. Dubois et un prêt d'Arthur, elle se procura son armure, une robe de soirée vintage en soie bleu saphir. C'était une déclaration d'élégance intemporelle, pas de richesse éphémère. Ses cheveux étaient relevés en un chignon gracieux, son seul bijou, une paire de boucles d'oreilles en perles qui avait appartenu à sa mère. Quand elle regarda son reflet, elle vit la femme qu'elle était censée être, ses yeux d'orage brûlants d'une détermination qui ne laissait aucune place à la peur. Le soir du gala, qui se tenait dans la majestueuse nef du musée d'Orsay, était un spectacle scintillant de charite performative. L'air était lourd de parfums chers et du bavardage autosatisfait de l'élite parisienne. Clara se déplaça à travers la foule, un fantôme de leur monde qu'ils ne reconnurent pas. Ils ne virent qu'une élégante inconnue, pas la fille de l'homme qu'ils avaient si facilement condamné. Elle les vit pour ce qu'ils étaient, des courtisans d'un roi creux. Et là se tenait le roi lui-même, Damien Sterling, tenant sa cour près de la Seine. Il était incandescent de fierté, acceptant les louanges pour sa générosité. Sa petite amie trophée, Isabelle, scintillante de diamants à son bras. Il semblait intouchable, un homme si isolé par sa richesse qu'il se croyait à l'abri des conséquences. Clara prit une coupe de champagne, la tige fraîche l'ancrant dans le présent. Elle trouva Arthur près du bord de la salle, semblant merveilleusement déplacé dans son costume froissé. Il lui fit un unique signe de tête sec. Le signal. Après une série de discours fades, Sterling monta lui-même sur scène, se baignant dans la lueur chaude des projecteurs et des applaudissements. C'est le plus grand honneur de ma vie de soutenir les arts, ronronna-t-il dans le microphone, et dans cet esprit, je suis ravi d'offrir une pièce vraiment spéciale de ma collection personnelle pour la vente aux enchères de ce soir. Un assistant dévoila le dessin au fusain, l'étude pour la fille de l'alchimiste. Le commissaire-priseur commença son chant rapide, et la guerre des enchères commença. C'était une frénésie d'ego, les mains se levant à travers la salle, le prix grimpant à des centaines de milliers d'euros. À chaque offre, le mensonge était renforcé, la fraude de Sterling dorée d'une autre couche de validation publique. Il regardait, un sourire suffisant plaqué sur son visage. C'était son moment de triomphe ultime. L'enchère atteignit un demi-million d'euros.
Adjugé au monsieur du troisième rang, le commissaire-priseur était sur le point de crier, son marteau levé. Attendez. Le mot, bien que prononcé à un volume normal, trancha l'acoustique de la salle avec la clarté d'une cloche qui sonne. Le marteau assis Figia NLR. Le commissaire-priseur hésita. Une vague de confusion parcourut la foule alors que chaque tête se tournait pour trouver la source de l'interruption. Clara Moreau sortit de l'ombre d'une colonne, la lumière captant le bleu profond de sa robe. Elle s'avança, son regard fixé sur l'homme sur scène. Sterling plissa les yeux, agacé. « Je suis désolé, madame. C'est un événement privé. »« J'en suis consciente, » dit Clara, sa voix stable et résonnante alors qu'elle continuait sa marche délibérée vers la scène. La foule s'écarta instinctivement pour elle. « Mon nom est Clara Moreau. » Le nom atterrit avec la force d'un coup physique. Un halètement collectif suivi d'une explosion de chuchotements balaya la salle. « Moreau ! La fille de Jean-Luc Moreau. » Le visage de Sterling, qui avait été un masque de satisfaction béate, devint blême. Le sang quitta son visage alors qu'il fixait le fantôme venu hanter son festin. « Je suis la fille de Jean-Luc Moreau, » annonça-t-elle, sa voix s'élevant pour remplir le silence soudain. « Et en tant qu'historienne de l'art, j'ai le devoir professionnel et moral d'informer tout le monde ici de la véritable nature de l'objet sur lequel vous enchérissez. »« Sécurité, » siffla Sterling, son sang-froid se brisant. « Faites sortir cette femme immédiatement. Elle est dérangée. » Deux gardes commencèrent à se diriger vers elle, mais Arthur Lambert s'interposa, brandissant sa vieille carte de presse comme un bouclier. « Elle a le droit d'être entendue, » déclara-t-il avec une autorité tranquille. Clara ne leur prêta aucune attention. Toute sa concentration était sur Sterling. « Ce dessin, » déclara-t-elle, pointant une main gracieuse vers le chevalet, n'est pas un aperçu de l'esprit d'un maître du XVIIe siècle. C'est un accessoire moderne d'une fraude élaborée de plusieurs millions d'euros. « Vous êtes folle !» cria Sterling, sa voix se cassant. « Une fille amère essayant de salir mon nom pour venger votre père criminel. »« Mon père n'était pas un criminel, » rétorqua Clara, sa voix sonnant avec la clarté de la vérité. « C'était un homme d'intégrité qui a été réduit au silence. Il a été piégé par la seule personne qui risquait de tout perdre si la vérité éclatait. Un homme qui avait déjà commis une fraude massive en prévendant des parts d'un tableau qu'on l'avertissait en privé être un faux. Cet homme, c'était vous, monsieur Sterling. » Elle leva son téléphone, et sur les grands écrans flanquant la scène, une image apparut, une page du journal de son père, son écriture élégante détaillant ses soupçons. Alors que la foule murmurait, elle fit glisser son doigt et l'image suivante apparut, la photographie infrarouge en noir et blanc de la Manche, les hachures uniques du faussaire encerclé en rouge. Mon père savait que le faussaire avait laissé une signature, un tic stylistique caché sous la peinture, expliqua-t-elle, sa voix clinique et précise. Une signature qu'il était sur le point d'exposer. La voici. La diapositive suivante était une comparaison côte à côte du rapport du docteur Rossi, plaçant l'image infrarouge à côté d'un échantillon connu du faussaire du XXe siècle. Les motifs étaient identiques. Ce n'est pas un Vermeer. C'est un mensonge, authentifié par un rapport de l'une des plus grandes expertes mondiales, le docteur Isabelle Rossi. Sterling était acculé, son visage luisant de sueur. « Mensonges. Ce sont toutes des images truquées. De la calomnie, rugit-il, mais ses dénégations étaient creuses, noyées par le poids des preuves sur les écrans. « Vraiment ?» demanda doucement Clara. Et puis vint le coup de grâce final et dévastateur. Du côté de la scène, une silhouette pâle et tremblante émergea. Citate Alistair Lambert, le neveu d'Arthur. Son visage, un masque de résolution horrifié, tenait une tablette. « Monsieur Sterling, » dit-il, sa voix tremblante mais assez claire pour que le microphone la capte. « Vos propres dossiers financiers, que je suis chargé de tenir, montrent un paiement de 2 millions d'euros à une société écran. Le paiement a été effectué 2 jours avant que le docteur Moreau ne soit publiquement accusé. Cette société écran a été retracée jusqu'à la société qui a produit le rapport d'authentification frauduleux utilisé pour le piéger. Si la preuve historique de l'art était un poignard, ceci était le poison sur sa pointe. L'accusation ne portait plus seulement sur un faux tableau. Elle portait sur la conspiration, la fraude électronique et un complot criminel pour détruire un homme innocent. La salle entière éclata. La façade de la civilité s'effondra. Sterling se tenait seul sur scène, un paria sous les lumières crues, ses puissants amis reculant physiquement de lui. Son empire de mensonges s'était dissous en quelques minutes. Alors qu'il se tenait là, sans voix et exposé, les portes principales de la salle s'ouvrirent. 2 policiers en uniforme et 2 inspecteurs en costumes impeccables entrèrent, non pas avec urgence, mais avec le but calme et inexorable du destin. Ils marchèrent directement vers la scène, leurs yeux fixés sur un seul homme. Clara les regarda approcher. Elle ne ressentit aucune euphorie,
seulement un calme profond et solennel. Sa quête était terminée. L'épée qu'elle avait forgée de la vérité avait fait son œuvre. Le fantôme avait finalement amené le monstre à la lumière. En fin de compte, ce ne fut pas un choc de titan. Ce fut l'histoire d'une vérité tranquille et inflexible contre une arrogance bruyante et creuse. Clara Morrow, la femme que Damien Sterling voyait comme un rien, devint son tout. Son juge, son jury et l'architecte de sa chute. Sterling fut arrêté cette nuit-là, son empire s'effondrant sous le poids de dizaines d'enquêtes pour fraude. Le nom de Jean-Luc Moreau fut non seulement lavé, mais célébré, son génie et son intégrité enfin justifiés. Clara, n'étant plus une serveuse ni un fantôme, utilisa l'héritage retrouvé de sa famille pour créer une fondation dédiée à la lutte contre la fraude artistique et au soutien des artistes, s'assurant que personne ne souffrirait comme son père avait souffert. Son histoire est un puissant rappel que la richesse peut construire des palais, mais elle ne peut jamais construire le caractère. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes et le courage que vous avez de le défendre. Si vous avez applaudi l'incroyable victoire de Clara, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui aime les histoires de justice servie froide. Dites-nous dans les commentaires quel a été pour vous le moment le plus satisfaisant de la chute de Damien Sterling. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires inoubliables de héros inattendus et de vengeance juste.